que vous m'entendez bien? Consacré Voilà, a priori, aux discriminations dans le travail. nous sommes en Première direct. semaine traite de l'histoire du droit et des textes fondamentaux. Et je passe la parole à Michel Minet qui va répondre aux questions qui ont été posées sur le forum. Michel, c'est à toi. Bien, bonjour. Vous avez donc été un certain nombre à poser des questions sur le forum. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont présentes en direct. Je n'en vois pas. Mais vous avez posé un certain nombre de questions, donc je vais tout simplement vous proposer de répondre à ces différentes questions. Il n'y a pas d'ordre. Hein. Une petite précision, Jean-Marc Lefebvre vous l'a dit sur le forum. Je vais essayer, dans la mesure du possible, de répondre aux questions au fur et à mesure des séquences. C'est-à-dire que je ne vais pas répondre à des questions qui concernent les séquences que nous verrons ultérieurement, 3, 4 ou 5. Alors, parmi les questions qui ont été posées, ou parmi les remarques, il y en a une tout d'abord qui concerne la formation à la sécurité. Alors, la loi prévoit que dans toute entreprise employant au moins 300 salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche au moins tous les 5 ans. Donc ça, c'est une nouveauté d'une loi de janvier 2017. Donc c'est une nouveauté évidemment importante. Il y a désormais une obligation de formation pour les personnes qui assurent le recrutement et en particulier pour les entreprises d'au moins 300 salariés et pour les entreprises spécialisées. Alors, la loi, vous le voyez, ne donne pas d'indication sur le contenu de cette formation, mais il y a un référentiel qui est en train d'être réalisé par un groupe de travail auprès des pouvoirs publics, et ce référentiel sera prochainement diffusé. Et le CNAM, le CNAM vous propose de suivre une formation qui sera disponible dès cette année, mais plus particulièrement sans doute l'année prochaine avec le référentiel. Donc une formation pour justement ces personnes chargées de recrutement, donc une formation au choix qui pourra porter sur le droit, qui pourra porter sur la gestion des ressources humaines, sur la sociologie ou sur la psychologie. Et donc cette formation pourra donner lieu à la délivrance d'un certificat de spécialisation pour les personnes qui auront suivi les quatre thèmes, ou bien, si certains souhaitent ne suivre qu'un ou 2 thèmes, ce sera évidemment tout à fait possible. Alors, il y avait également une question tout à fait importante qui concernait la distinction entre situation comparable et situation identique. Alors, vous avez pu voir, et cela a peut-être surpris un certain nombre d'entre vous, vous avez pu voir que dans notre régime juridique, nous avons en fait 2 régimes qui tournent autour de la question de l'égalité. Nous avons un régime qui porte sur l'égalité de traitement et nous avons un régime juridique qui porte sur la non-discrimination. Ces 2 régimes ont des histoires différentes, ces 2 régimes s'appuient sur des textes différents et ces 2 régimes donnent lieu à des jurisprudences différentes. Donc, nous avons le régime d'égalité de traitement. Ce régime d'égalité de traitement, il s'est construit notamment à partir d'un arrêt de 1996 concernant l'égalité de rémunération. Et ce régime de l'égalité de traitement, il s'est développé notamment depuis 2008 avec le principe d'égalité de traitement qui, lui, vise toutes les situations en matière d'emploi et de travail. Ce régime d'égalité de traitement, il est applicable aux personnes qui sont dans une situation identique. Quand on va parler de personnes dans une situation identique, c'est-à-dire des personnes qui sont dans une situation identique au regard d'un avantage donné. Autrement dit, il va falloir, dans ces situations-là, commencer par constituer ce que nous appelons le cercle des égaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut identifier les personnes qui, au regard de
leur situation juridique, au regard du travail qu'elles réalisent, sont dans une situation identique. Bien, donc nous étions tous ensemble sur la première question et nous avions réglé cette première question. Je reprends les éléments, hein, donc cette question de la formation pour les personnes qui assurent le recrutement à l'embauche. Nous sommes ensuite passés à une deuxième question, une question délicate. Alors, si évidemment la technique ne nous aide pas, nous allons être un petit peu en difficulté. Une question délicate qui est la distinction entre situation identique et situation comparable. Donc, je répondrai en détail sur le forum. Vous avez vu que nous avons un régime juridique d'égalité de traitement. Dans ce régime juridique d'égalité de traitement, toutes les personnes qui sont dans une situation identique doivent bénéficier d'une égalité de traitement. La difficulté, bien évidemment, c'est d'identifier cette situation identique. Autrement dit, ce sont des personnes qui sont dans une situation identique par rapport à un avantage donné, qui peut être, par exemple, une prime, qui peut être un avantage financier, qui peut être une augmentation de salaire, ou qui peut être tout autre avantage. Bien. Situation identique, il faut bien voir que cela est limité. Une situation identique, cela renvoie à une définition restrictive. Alors que si nous sommes dans le régime juridique de la discrimination, nous avons effectivement référence à des critères, les fameux critères de discrimination, mais en revanche, ici, nous sommes dans une situation comparable. Ce sont toutes les personnes qui sont dans une situation comparable qui vont pouvoir bénéficier des règles de non-discrimination. Alors, cette situation, vous allez la retrouver tout au long des différentes séquences. Il faut toujours être très vigilant pour ne pas confondre l'égalité de traitement, situation identique, d'une manière restrictive, et la non-discrimination, situation comparable. Cela signifie, par exemple, que en matière d'égalité de traitement, il ne suffit pas que les personnes fassent le même travail ou un travail de valeur égale pour pouvoir obtenir l'égalité de traitement. Il faut d'abord identifier si ces personnes sont réellement dans une situation identique au regard d'un avantage donné, qui peut être dans des affaires qui ont été jugées encore récemment, par exemple, le montant concernant les remboursements pour les repas. Bon, nous reviendrons sur cette distinction entre situation comparable et situation identique. En fait, cette distinction, elle renvoie à la distinction extrêmement importante entre égalité de traitement d'un côté et non-discrimination d'un autre côté. Alors, en matière de règles de non-discrimination, il a justement été prévu que le terme qui figurerait serait le terme de situation comparable. Une personne ne doit pas subir une discrimination quand elle est dans une situation comparable avec une autre. Personne ne doit pas subir un traitement défavorable par rapport à une autre personne. Bien, nous parlons de situation comparable et c'est le résultat d'une négociation, notamment dans le cadre de la directive de 2002, une négociation entre le Parlement européen et le Comité des ministres, le Parlement européen étant favorable au terme situation comparable, ce qui va donc nous permettre d'aller très loin. Et vous allez le voir dans les séquences à venir, vous allez le voir notamment au cours de la semaine consacrée à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Quand on parle de situation comparable, eh bien, nous pouvons aller très loin. C'est-à-dire que nous pouvons regarder des emplois, des fonctions, des postes où les personnes ne font pas du tout le même travail, mais où les personnes font un travail de valeur égale. On va pouvoir considérer que ces personnes sont dans une situation comparable, alors que cette comparabilité ne pourra pas être mise en œuvre en matière d'égalité de traitement. Bon, voilà quelques éléments. Je vous donnerai d'autres éléments sur le forum et bien évidemment, nous pourrons, si vous le souhaitez, revenir sur cette question qui est extrêmement importante. Il ne faut pas confondre ces deux terrains, en particulier pour les personnes qui pourraient être en demande, qui pourraient rencontrer leur direction du personnel, la GRH, la DRH, eh bien, il faut identifier le terrain. Est-ce que je suis sur le terrain égalité de traitement ou est-ce que je suis sur le terrain non-discrimination? Et de la même manière, pour les personnes qui sont en réponse,
il est important de savoir sur quel terrain elle se situe. Alors ensuite, nous avions une autre question importante, alors qui arrive un peu tôt, mais ce n'est pas grave. Nous la reprendrons très en détail au cours de la dernière semaine, cette distinction entre les actions civiles et les actions pénales. Alors là, nous sommes évidemment dans le contentieux, nous sommes dans des actions judiciaires, des personnes décident ou ont décidé de saisir le juge, et il y a un choix important à faire concernant les questions de discrimination, aller sur le terrain civil ou aller sur le terrain pénal. Alors, parfois, les personnes ont le choix et parfois, les personnes n'ont pas le choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il est toujours possible d'aller sur le terrain civil en matière de discrimination. Le droit est ici très ambitieux. Il interdit tout traitement discriminatoire, quelle que soit la mesure qui a été prise par l'employeur. Autrement dit, toute mesure discriminatoire, depuis le recrutement jusqu'à la rupture du contrat de travail, toute mesure discriminatoire peut être examinée par le juge civil. Et le juge civil, s'il est saisi, c'est avant tout avec un objectif de réparation. Les personnes souhaitent obtenir réparation de la discrimination, des préjudices qu'ils ont subis du fait de cette discrimination. Les personnes souhaitent obtenir réparation tout d'abord en nature, par exemple, obtenir le poste qui a été refusé pour des raisons discriminatoires, obtenir la formation qui a été refusée pour des raisons discriminatoires, etc. Et les personnes souhaitent également, très souvent, obtenir des dommages-intérêts au regard d'autres préjudices, préjudice moral, préjudice lié à l'atteinte à la santé. Nous reprendrons ces questions au cours de la dernière semaine. En revanche, si c'est le juge pénal qui est saisi, eh bien, le juge pénal, il est là avant tout pour réprimer. Il est là pour réprimer une personne qui a commis une infraction. Dans un certain nombre de cas, on considère que la discrimination constitue une infraction. Mais là, le droit est moins ambitieux. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que le droit pénal ne retient pas toutes les discriminations comme étant des infractions. Cela signifie que pour le juge pénal, il ne pourra y avoir condamnation que dans un certain nombre de cas, au regard des actes qui ont été commis ou bien au regard des critères de discrimination. Autrement dit, le juge pénal ne peut pas être saisi aussi facilement que le juge civil. Le juge pénal ne pourra pas réprimer toutes les discriminations. Toutes les discriminations ne sont pas reconnues comme étant des infractions. Donc, les juridictions n'ont pas les mêmes compétences. Les objectifs des personnes qui saisissent le juge ne sont pas les mêmes. On saisit le juge civil avant tout pour obtenir une réparation. On saisit le juge pénal avant tout pour obtenir la répression de l'auteur d'une infraction. Dans un certain nombre de cas, il y a le choix, c'est-à-dire que les deux juridictions peuvent être saisies. Pourquoi? Eh bien parce que la discrimination constitue une infraction et cette infraction a causé un préjudice. Par exemple, en matière de discrimination syndicale ou en matière d'atteinte à l'égalité entre les femmes et les hommes, eh bien, le juge civil et le juge pénal peuvent à la fois être saisis, mais très souvent, cette possibilité n'existe pas. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le juge civil, lui, pourra toujours être saisi. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que les procédures civiles et pénales sont différentes. Les textes, pour un certain nombre d'entre eux, sont différents. Et donc, le choix entre l'action civile et l'action pénale est un choix évidemment très important. C'est ce qu'on appelle le choix du terrain. La personne qui décide d'engager une procédure va choisir le terrain où va avoir lieu le débat, la confrontation. Terrain civil ou bien terrain pénal. Nous y reviendrons au cours de la dernière semaine. Il y avait une question également très importante sur la distinction entre emploi et travail. Nous parlons de discrimination dans l'emploi et le travail. Alors, je pourrais vous donner quelques indications sur le forum, notamment de texte. Là, l'idée, c'est qu'il faut attirer l'attention sur les dimensions différentes de la vie professionnelle où la discrimination peut avoir lieu. Discrimination dans l'emploi, c'est évidemment la discrimination dans l'accès à l'emploi.
Discrimination dans l'emploi, c'est la discrimination qui va concerner le statut d'emploi. Est-ce que les personnes sont en contrat à durée déterminée ou à temps partiel ou en contrat à durée indéterminée à temps complet? Il y a là toute une série d'éléments importants. Discrimination dans l'emploi, ça peut être également la discrimination dans l'accès à la formation professionnelle et dans le choix des formations professionnelles, etc. Il y a donc toute une dimension qui porte sur l'emploi et sur le statut d'emploi. Et puis, il ne faudrait pas oublier, c'est extrêmement important, les discriminations dans le travail, c'est-à-dire des discriminations au regard des tâches qui sont confiées, les discriminations au regard des conditions de travail, les conditions d'hygiène, de sécurité, les conditions de travail au regard des relations. Et puis, le travail, c'est le travail en soi, c'est-à-dire le contenu du travail. Et donc, pour être plus ambitieux, pour envisager les discriminations dans leur ampleur, eh bien, nous avons préféré retenir la formule discrimination dans l'emploi et le travail pour viser à la fois les statuts d'emploi et le contenu du travail. Une autre question importante sur laquelle je vous donnerai un certain nombre d'indications de texte est la question de la priorité à l'emploi et plus exactement de la préférence nationale en matière d'embauche. Alors, vous avez vu qu'un texte a existé en France, il y en a eu d'autres. Un texte notamment de 1932 qui visait la protection de la main-d'œuvre nationale. C'était un texte de préférence nationale à l'embauche. Et il y a une question concernant ce texte. Ce type de texte ne pourrait plus exister aujourd'hui. Ce type de texte de préférence nationale à l'embauche ne pourrait plus exister aujourd'hui pour des raisons liées à notre Constitution et pour des raisons liées également au droit européen. Alors, quelques indications. La Constitution de 1958 fait directement référence au préambule de la Constitution de 1946. Et dans le préambule de la Constitution de 1946, eh bien, la République française affirme que chacun a le droit d'occuper un emploi. Chacun a le droit d'occuper un emploi. Il n'y a aucune référence à la nationalité. Dans la Constitution de 1958, on fait bien évidemment référence à la dimension républicaine de notre Constitution, et il est possible de réviser la Constitution, et on révise assez souvent la Constitution on l'a révisée au cours de ces dernières années, on va peut-être encore la réviser, mais il n'est pas possible de revenir dans la révision sur le caractère républicain de la Constitution. Et ce caractère républicain de la Constitution, il renvoie directement à un certain nombre de principes juridiques. Et parmi ces principes juridiques, il y en a un qui figure dans la devise républicaine de la Constitution française, et bien c'est notamment le principe d'égalité. Autrement dit, il doit y avoir égalité entre toutes les personnes, notamment dans l'accès à l'emploi. Alors il y a une dérogation. Il y a une dérogation en droit français et elle est tout à fait admise en droit européen. Il est possible de réserver certains emplois aux nationaux. Donc, il est possible en France de réserver certains emplois aux personnes de nationalité française, mais uniquement des emplois qui concourent à la défense et à la mise en œuvre des intérêts essentiels de l'État. Donc, ce sont des emplois qui sont extrêmement limités sur le plan quantitatif. Ce sont des emplois qui renvoient notamment à des fonctions en matière de défense nationale, en matière d'intérieur, en matière de politique étrangère, en matière de prélèvement des impôts. Ce sont tous les emplois qui sont liés à la production, à la mise en œuvre et au contrôle du droit. Donc là, pour ces emplois, il est possible de réserver ces emplois à des personnes de nationalité française. Mais tous les autres emplois, notamment dans les fonctions publiques, qui ne concourent pas directement à la protection des intérêts essentiels de l'État. Tous les autres emplois sont ouverts aux étrangers de l'Union européenne, c'est-à-dire aux personnes qui sont ressortissantes d'un autre pays de l'Union européenne. Il y a des distinctions qui demeurent concernant l'accès à certains emplois des fonctions publiques et des entreprises publiques entre les ressortissants de l'Union européenne et les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. Donc, en résumé, au regard du droit constitutionnel et au regard des engagements internationaux et européens de la France, eh bien, sauf un cas particulier de ces emplois qui concourent aux intérêts essentiels de l'État,
il y a égalité de traitement. En tout cas, il doit y avoir égalité de traitement devant l'emploi et il n'est pas possible de mettre en œuvre une politique de préférence nationale à l'emploi. Alors certains essayent par des moyens détournés. Vous avez peut-être entendu parler de ces clauses dites clauses Molière que voulaient mettre en œuvre un certain nombre de collectivités territoriales, et certaines collectivités territoriales d'ailleurs les ont mises en œuvre. On utilisait la langue, en fait, pour exiger des entreprises que tous les salariés qui allaient être détachés sur un chantier maîtrisent la langue française. Cela a été prévu notamment par un conseil régional en Rhône-Alpes et Auvergne, mais le tribunal administratif, saisi par le préfet, eh bien, le tribunal administratif a considéré que cette clause, dite clause Molière, eh bien, était illégale. En fait, il y avait un détournement de pouvoir. Elle ne visait pas à assurer la sécurité des salariés occupés sur les chantiers, mais elle visait à accorder une priorité à certaines entreprises et à dissuader d'autres entreprises de pouvoir candidater. Donc là encore, le juge a été amené à rappeler un certain nombre de règles en matière d'égalité. Bon, voilà un certain nombre de réponses à des questions que vous avez posées sur le forum. Je suis désolé pour les soucis techniques que nous avons eus en début de rencontre. Je suis également désolé de ne pas pouvoir entendre un certain nombre d'entre vous de vive voix, mais nous essaierons de régler ces questions techniques pour que lors de notre prochain rendez-vous, c'est-à-dire lundi prochain, 26 mars, à 12h30, eh bien, nous puissions communiquer de manière plus facile. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce MOOC va répondre à l'ensemble de vos questions. En tout cas, toute l'équipe du CNAM est mobilisée pour essayer de répondre au mieux à vos attentes. Et je vous dis donc à très bientôt.